Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponible sur les stores et depuis le site radioline.co. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tout le monde, ma foi, ne pensait pas en arriver là après des années de fidélité depuis la prime enfance, mais n'en peut littéralement plus des adaptations de comics au cinéma. Certes, de temps en temps, une bonne surprise, un Logan au hasard nous fait nous dire que peut-être tout n'est pas perdu, mais il n'empêche, c'est désormais avec appréhension et lassitude que nous traînons régulièrement les pattes jusqu'aux salles de cinéma pour subir les errements visuels d'une bande de yes men qui prennent un malin plaisir à piétiner tout ce qu'il y avait de chouette chez les super-héros. Tout ça pour dire qu'on va causer, vous m'avez vu venir, de Wonder Woman et qu'on va le faire avec les trois Amazones de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Daniel Andrieff, salut Daniel. Bonjour. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et c'est Nos Ciné, épisode 89 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Wonder Woman, vous la connaissez, vous l'avez même, je vais réussir à le dire, déjà vu au cinéma récemment sous les traits de Gal Gadot dans l'abominable et incompréhensible Batman vs Superman. Elle rempile ici mais prend les rênes de l'action qui nous emmène sur les pas de ses débuts de super-héroïne et nous raconte comment, en suivant un pilote qui par hasard s'est écrasé sur l'île de Themyscira, Diana, comme elle s'appelle encore, princesse des Amazones, va se retrouver plongée dans le monde des hommes en plein pendant la guerre. Possibly fight in this? Fight? We use our principles. Although I am not opposed to engaging in a bit of fisticuffs should the occasion arise. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Derrière la caméra, c'est Patty Jenkins qui avait signé Monster en 2003, qui avait valu à Charlize Theron une tripotée de prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice. Et au casting de Wonder Woman, on retrouve, outre Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright ou encore David Thewlis. Ce Wonder Woman, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Je vais donner la parole à Daniel, qui est le plus tendre d'entre vous avec le film, je crois. Surtout le plus intéressé par Wonder Woman. Le plus intéressé par Wonder Woman, tu penses? Tu ne sais pas, peut-être que Julien non, Stéphane avait des posters de Wonder Woman. C'est un truc très important pour moi, Wonder Woman. Vraiment, ouais. La série, c'était. La série était, c'est vraiment mes premiers souvenirs de super-héros à la télé. J'étais complètement amoureux de Linda Carter, donc j'ai vraiment un lien particulier avec ce personnage. Ça explique tout sur moi. Et écoute, comme tu le précisais si justement, Batman v Superman était tellement abominable, et alors ça va nous donner un peu l'idée de nos ambitions ciné, était tellement abominable, je pense que c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu de ma vie en fait, Batman v Superman. Plus j'y repense et plus il me fait gerber. Et le fait que DC sorte un film qui ne soit ni abject, ni atroce. Le téléphone de Julien Dupuis. Ouais, j'entends ça. Ça dit aussi beaucoup de choses sur lui. Ça dit aussi beaucoup de choses cette sonnerie. On en parlera dans une autre émission. Le fait que ça soit un film ni atroce ni vomitif est déjà de l'ordre de la petite réussite. C'est-à-dire DC était quand même après. On pourra faire l'équilibre, genre qu'est-ce qui est mieux entre Marvel et DC. Mais pour moi, le fait que ça soit un film regardable et à peu près sans honte, c'est-à-dire Man of Steel, tous ces trucs horribles que DC nous sert, des trucs irregardables de bouillie, dont Wonder Woman n'est pas exempt. Je trouve que vraiment le dernier tiers, on sent qu'il se retombe dans le formatage d'ici, c'est-à-dire la colométrie noire. Ça se déroule dans la nuit, on ne sait pas où ça se déroule, ça devient un peu sous le calibre, ça devient vraiment pas très intéressant. Et je pense que c'est un film qui va perdre un peu sur la longueur. Mais j'ai quand même, il y a des choses qui m'ont un peu touché. Je trouvais que Gal Gadot justement, elle le jouait assez efficacement, et en fait, ce qui fonctionne dans le film, c'est un peu cet humour un peu décalé, alors ce que j'appellerais l'humour visiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors d'un milieu et qui découvre un autre milieu. Et je trouvais que les scènes en Angleterre étaient assez intelligentes. Et est-ce que tu es en train de dire que les visiteurs c'est intelligent du coup? Un humour type les visiteurs, tu vois, c'est une catégorie. C'est-à-dire une classe de film à part, tu vois. Quelqu'un qui est en dehors de son milieu et qui découvre quelque chose. J'ai appelé l'humour un indien dans la ville, non? Ouais. Le truc, c'est qu'ils auraient. Parce qu'on est sur des grosses rêves. Mais ceci dit, c'est une structure scénaristique. C'est le fish out of the water. Fish out of water, ouais, bien sûr. Et j'avais très peur en fait pour ce film parce que je pensais, j'y avais vraiment aucun espoir presque. Et en fait, parce que Wonder Woman peut très vite devenir ridicule. Et ils sont allés sous le prisme de Xena en fait. C'est littéralement Xena la guerrière.
Et ils ont pas pris de risques. Ils ont pris les dernières itérations. Ils sont inspirés beaucoup du run de George Pérez en fait. Pour faire cette Wonder Woman, c'est vraiment, ils ont pas pris de risques et c'est peut-être pour ça que je trouve que le film est regardable. Et ce que j'entends par regardable, c'est-à-dire que tu peux le montrer à un gamin celui-là. C'est-à-dire tu peux t'adresser à un enfant. Il y a un détail près, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé la Seconde Guerre mondiale par la Première Guerre mondiale et c'est un changement narratif très très intéressant. C'est-à-dire que les méchants sont traités quand même comme des nazis. Oui, c'est quand même des nazis. Ils ont des accents, ils font des expériences secrètes sur des pauvres. Ça reste des Allemands. Ça reste des Allemands. Et il y a d'ailleurs une scène au tout début du film qui me dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans le script ? C'est le moment où donc Steve débarque sur Themyscira et il y a les Allemands qui le poursuivent et il dit c'est les méchants. Oui. Et dans la carte de 14-18, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes en fait. Et c'est tout le travail un peu parfois laborieux de ce film, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, c'est des méchants mais pas des méchants. Et donc il y a cette scène, qui a été moultement applaudie lors de la projection, c'est-à-dire où Wonder Woman va traverser le No Man's Land, le champ de bataille. Et alors elle le traverse courageusement. Les gens ils étaient vraiment en genre, ils étaient à fond dedans. Et en même temps, tu te dis que tous ces pauvres mecs de l'autre face, ils sont en train de se faire dégommer. Et donc voilà, est-ce que tu peux emmener ta petite... je te regarde, oui, toi en particulier, est-ce que tu peux emmener ta petite fille Elle a 3 ans et demi, donc pas forcément en fait. Tout en lui expliquant aussi que la guerre, ce n'est pas bien. Voilà. Il y a des choses très très bizarres dans ce script. Tu sens la réécriture de très nombreux. La guerre, c'est pas bien, sauf quand c'est Wonder Woman qui l'a fait, quoi. Et face à des Allemands. Tu es d'accord que les Allemands, ça reste quand même les meilleurs méchants. Ouais, oui, enfin bon. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que il y a déjà un problème par rapport à la façon dont on le vend aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, en gros, on t'explique que c'est très très important politiquement que ce film cartonne. Parce que tu comprends, c'est un film de super-héros avec une femme, réalisé par une femme. Et c'est très important que, en gros, si tu veux, on change. D'ailleurs. Hein. C'est très important qu'on change les mentalités. Le souci là-dedans, c'est que ça, pour le coup, bon, c'est pas un souci, mais c'est réussi, on va dire, entre guillemets. Mais pour moi, la qualité, en fait, elle est mise au deuxième plan, en fait, à ce moment-là. Parce que, personnellement, moi, je suis pas d'accord du tout avec Daniel. Je trouve ça horrible. Et horrible sur ce point de vue-là, en fait, sur le point de vue entre guillemets féministe du film, où tous les clichés en fait de base sont pris en compte. Alors certes, ça se passe en 14-18, donc du coup on peut parler des droits des votes, du droit de vote des femmes, on peut parler de ce genre de choses, mais il me semble aujourd'hui en 2017 que même si effectivement ça a pu être un énorme souci, je dis pas du tout le contraire, on en est revenu depuis quand même plusieurs années, donc il y a d'autres vrais problèmes et combats féministes à mener que le film ne mène absolument pas. Et il ne le mène pas avec les personnages secondaires, et il ne le mène pas avec le personnage de Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un personnage de lettré qui est présenté... Là, je parle vraiment de la représentation dans le film. Hein. Bon, déjà, Gal Gadot, moi, personnellement, je la trouve, mais juste... je pense que c'est une actrice qui est très sympathique quand tu la vois à part en train de faire la promo du film. Elle a une qualité de girl next door qui est super, attachante. Et je la trouve vraiment au naturel, vraiment attachante. Dans le film, je trouve que ça fonctionne absolument pas du tout. Et l'autre problème que j'ai avec ça, c'est qu'on te présente un personnage qui est un personnage de lettré. Très très cultivée, donc très intelligent, très bien, il n'y a pas de problème, et qui dès qu'elle sort en fait de son élément, effectivement, c'est ce qu'il appelle l'effet visiteur, dès qu'elle sort de son élément, ça devient une idiote, une personne qui est confrontée, qui n'utilise absolument pas son savoir en fait, sa connaissance des choses, et ça devient en fait un espèce d'élément comique qui est confronté à absolument tout en fait, c'est-à-dire déjà, t'as quand même les blagues sur la quéquette du mec, ce qui est quand même un truc... t'as envie de dire, si vous faites un film féministe, vous faites des blagues sur la quéquette du héros, mais vraiment, vous en êtes là. Et que le mec, il dit, ouais, j'ai une grosse quéquette. Donc ça, déjà, c'est le premier truc, je suis désolé. Il dit qu'il est médium plus. Non, mais, au-dessus de la moyenne. Non, mais je suis désolé, tu comprends quand même, la logique, c'est complètement absurde. Est-ce que je peux juste te dire un truc ? Je suis pas du tout d'accord avec cette relecture-là, dans le sens où... Mais tu m'as pas laissé terminer. Je veux juste revenir juste une seconde sur ce que tu as dit, parce que je suis seul à avoir un peu aimé ce film. Je trouve au contraire, il y a des moments assez charmants en fait, parce qu'ils sont de l'ordre du charme. C'est le moment où ils sont sur un bateau, et je pense que cette scène a été réécrite 15 000 fois pour être sûr qu'elle soit validée, approuvée.
trouvé, et je pense que ça a dû être validé. C'est la par- scène qui par les fait féministes. sa beauté tout, parce que c'est la scène qui te rappelle Non, qu'elle a lu absolument tous les livres qui puissent exister sur Donc elle, Terre. En elle gros, connaît le plaisir charnel, mais elle te dit. mais sans même parler du plaisir charnel, qu'elle connaît absolument tout ce qui Mais elle fait te partie dit de la culture à partir du moment où elle connaît ça. Ouais, On est non, d'accord. mais elle Parce qu'elle connaît n'a le pas connu plaisir le charnel, plaisir mais elle charnel à dit, proprement au parler. mec, mais on n'a pas besoin de toi. C'est ça qui est Mais plutôt au-delà de rigolo. ça, c'est même pas vrai quand tu regardes le film. Ah non, après, oui, il y a Bon, un twist. voilà. on va Donc voir. le truc, non mais voilà. Donc là, à un moment donné, le problème, si tu veux, c'est que tu te retrouves dans un espèce de film qui t'explique qu'il est censé être féministe par la force des choses, parce que tu comprends quand même, on allait chercher. C'est quand même un film à 200 patates avec une femme qui réalise le film. Et tout ça, c'est des mécanismes de défense. C'est le studio qui s'est mis en avant, qui a dit nous faut impérativement une femme. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui réalise ce film-là. Et il y a une malhonnêteté intellectuelle pour moi là-dedans, en fait. Dans l'absolu, je serais d'accord avec tout ça si le film allait dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le film ne va pas dans ce sens-là. Effectivement, c'est malheureux qu'on n'ait pas une femme, peut-être, pour contrebalancer notre point de vue, typiquement, j'imagine, masculin, à cette table. Mais voilà, le problème que j'ai, moi, c'est qu'on se retrouve avec l'histoire, enfin, on te sort l'histoire des droits des votes, on te sort la petite comment dire, secrétaire rigolote grosse qui sert à rien dans le film, en fait, mais qui a juste trois bons mots, et encore qui sert pas, enfin, encore une fois, ça sert pas à grand chose. Et puis, je suis désolé de spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais c'est la secrétaire du méchant, en gros, quoi. Donc voilà, enfin, c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est que du tirage de balles dans le pied. Et puis après, alors il y a ce point de vue-là, en fait, sur le film, qui, moi, je trouve, ne fonctionne pas. Puis il y a tout simplement le point de vue, en fait, de faire sortir le personnage de Wonder Woman de son élément mythologique, l'intégrer dans notre monde à nous, la faire faire des choses assez incroyables, c'est-à-dire elle va sauter en haut d'un clocher, défoncer un clocher entier juste pour tabasser un mec, tu vois. C'est à partir de ce moment-là où le film devient absolument ridicule, d'ailleurs. Et 5 minutes après, t'as des mecs qui disent mais vous croyez vraiment à son histoire, à cette meuf tu vois, enfin, et des mecs qui disent tu crois vraiment qu'elle croit en Arès. C'est complètement absurde. À un moment donné, t'écris pas ce genre de scène, ou t'écris pas les dialogues, tu fais comme si ça n'existait pas. Grande pauvreté au terme de dialogue Voilà. aussi. Donc, et tout le film, pour moi, fonctionne sur cet angle-là. Et on ne va pas parler de la fin on en parlait avec Julien en sortant du film, qui est probablement des reshoots à tire-larigot, parce que le méchant, tel qu'il est présenté, ne fonctionne absolument pas, en fait. Donc voilà, je laisse la parole à Julien qui a l'air de... Qui bouille, il est dans le Non, Ça sent la fin, on est mais c'est complètement intéressant parce d'accord. que Daniel qui me semble plutôt défendre le film, le fait que tu dises qu'à partir du moment où elle expose clairement ses pouvoirs, le film s'effondre. Si ça, c'est pas un aveu d'échec monumental, je sais pas ce que c'est, quoi. Il y a vraiment un problème dans quelle est l'étendue de son pouvoir. À un moment, elle se fait érafler et donc elle saigne, et ensuite elle devient limite invulnérable puisqu'elle elle fait du fist fight avec Dieu, enfin avec Arès, quoi. Genre, quelle est l'étendue de ses pouvoirs? Il y a plein de choses qui n'ont pas été clairement déterminées par les auteurs. La question, c'est pourquoi, en fait, t'as un problème à ce moment-là. Moi, il y a deux choses déjà. Je voudrais déjà revenir au rat des pâquerettes, peut-être, parce que il y a, à l'heure qu'il est, il me semble que le film est extrêmement bien reçu, qu'il a des critiques dithyrambiques très majoritairement. Il commence à y avoir quelques critiques un peu plus mitigées, peut-être. Notamment Les je disais, la gens presse qui ont française. vraiment vu le film, en fait. c'est ça Moi, que je tu veux dire. les ai pas encore La vus. presse américaine est dithyrambique, mais la presse française est quand même largement plus tiède. Sans rentrer sur le côté thématique, adaptation, toutes ces considérations-là et tout, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Wonder Woman, il y a 1 an, je crois à peu près, on avait commencé à avoir des bruits de couloir, comme quoi ça se passait pas bien sur le tournage, qu'il allait y avoir beaucoup de reshoots, que les premières projections tests ne s'étaient vraiment pas bien passées, etc. Et ça se sent dans le film. Il faut le rappeler, ça, déjà, aux gens qui vont payer, qui vont raquer plus de 10 € pour aller voir le film. C'est un film qui, au niveau de sa facture pure, est imbitable. C'est dégueulasse. La DA est vraiment vilaine comme tout. Les effets spéciaux sont vraiment affreux. On en est quand même à avoir des effets d'incrustation. Regardez Chris Pine dans son avion, par exemple. C'est ignoble. C'est très, très moche, quoi. Même Et- avant bastons, d'en arriver les là, bastons voir avec juste la les caméra. bastons au début sur leur île, c'est pas possible. c'est horrible. C'est du Zack Snyder au ralenti. Alors c'est du sous Zack Snyder d'ailleurs, c'est assez marrant, mais je pense que ça c'est lié en fait à la politique du studio en fait, où je pense que c'est Snyder a produit et coécrit le film. oui aussi, voilà, puis peut-être. c'est sa femme qui produit effectivement, et puis c'est un peu je pense le maître étalon sur lequel ils sont tous en train d'essayer de s'aligner
tant bien que mal, mais voilà, je pense qu'il faut déjà dire ça, et puis ça s'étend effectivement, je trouve personnellement, sur l'interprétation. C'est-à-dire que Gal Gadot, elle a peut-être le physique de l'emploi, hein, je le nie pas, c'est vrai qu'elle a une beauté, elle est à la fois très belle, et puis elle a une beauté assez atypique. Par contre, au niveau actrice, c'est une catastrophe. Il y a des plans de réaction d'elle dans le film, personnellement, je les ai trouvés vraiment embarrassants, quoi. Et je vous parle pas de David Thewlis, ces vieux acteurs britanniques qui viennent cachetonner, moi qui est un acteur que j'aime beaucoup, hein, David Thewlis par ailleurs, mais là il est juste pas possible. Et effectivement, Danny Huston qui est horrible. Et cette problématique en plus de la fin, où c'est pas tant que j'ai l'impression qu'ils ont retourné le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont grossi en fait numériquement. C'est-à-dire que le méchant, j'espère que je vais pas trop spoiler en disant ça. Bon, c'est Ares, un méchant de Wonder Woman, le concept de base qui n'est pas inintéressant qui t'est présenté, c'est en gros le petit personnage de la Zizanie, l'album d'Astérix. Oui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne combat pas, ce que je trouve intéressant pour ce dieu de la guerre, mais qui vient et qui instaure le conflit. Qui fout la merde. Ce qui est intéressant et ce qui aurait pu être intéressant à la fin. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il passe au milieu d'une armée et qu'il monte les mecs les uns contre les autres, contre Wonder Man. Enfin, j'en sais rien, quoi. Non, là, tu sens que manifestement, il y a eu un retournement de situation au studio. Ils se sont dit, ah non, il nous manque un gros climax dans ta face. Vite sous le calibre. Et ils te foutent une espèce de personnage avec une armure en CGI vraiment vilaine, avec un décor absolument pas du tout identifiable. À aucun moment, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Je pense qu'il faut le dire déjà ça aux gens qui vont se dire je vais aller voir un bon blockbuster bien dans la face et tout. Non, même pas. Vous serez incapable de sortir du film en sifflotant le thème de Wonder Woman. C'est impossible. Alors, tellement la musique. Si moi je le peux siffler, mais alors je le déteste. C'est parce que tu l'as eu dans tous les trailers, dans Batman v Superman. Je pense que l'autre souci en fait, mais qui est un souci assez commun dans ces films de super-héros aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci de positionnement de la personne, de la réalisatrice, en l'occurrence, qui fait le personnage. Je n'arrive pas à croire un seul instant que cette réalisatrice croit vraiment dans le personnage de Wonder Woman. Et du coup, elle est tout le temps obligée de prendre des expédients, des lectures de billets pour justifier sa présence dans le film. Et ça te constitue un personnage qui est totalement incohérent et qui, pareil, n'est pas du tout satisfaisant en termes d'héroïsme. Et le super-héros, c'est un personnage qui sauve les gens. S'il faut les flinguer, au pire des cas, il les flingue. En général, il essaye de ne pas les flinguer. Donc, du coup, tu te retrouves avec ce personnage qui, comme le rappelait Daniel tout à l'heure, est dans la guerre des tranchées. On essaye de t'instaurer que la guerre des tranchées, c'est horrible, c'est machin. Donc là, on emprunte un peu. Très bien. Moi, ça peut nourrir le drame du film. Ça aurait pu être très intéressant. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient elle-même un poilu. Elle monte au créneau et elle flingue des mecs. Personnellement, j'ai eu un vrai sentiment de malaise là-dedans. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'était une scène que je trouve très très mal filmée et pas du tout belle à regarder ou grandiose ou graphique avec ou quoi que ce soit, tirs fluo partout. Là. Je trouve que le fait que le personnage auquel je dois m'identifier, qui est censé être une espèce de modèle ultime carrément mythologique, fasse ça, c'est épouvantable, quoi. Et en plus, elle n'est pas aidée ultérieurement par l'écriture qui est, pareil, l'a fait passer pour une gourde, mais un nombre incalculable de fois. Pour moi, c'est le gros problème du film. C'est-à-dire qu'en gros, Daniel parlait des visiteurs, et c'est exactement la référence que je sors, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en gros, on parlait de la logique du fish out of the water, qui est un terme en fait pour désigner ce type de comédie. En fait, moi, c'est pas l'aspect comique qui me pose problème dans le film. En fait, c'est l'aspect candide du personnage. C'est-à-dire à partir du moment où tu présentes un personnage qui est censé avoir tout ce puits de connaissances, être ce puits de connaissances qui me va très bien à la base, parce que c'est ça Wonder Woman. Et qui est mais d'une naïveté confondante et qui t'explique à la fin que c'est l'amour qui va sauver le monde et qu'elle l'a appris avec Chris Pine. Parce qu'elle a couché avec lui une fois. Enfin voilà, là on en est à des. L'amour qui va te sauver le monde alors qu'elle a flingué je ne sais pas combien de mecs. Et c'est le degré zéro de la narration. Elle les flingue. C'est le degré zéro de la narration. Et alors le truc c'est qu'il y a, on en parlait. Pardon, juste un petit détail. Juste la question c'est pourquoi il y a l'humour. Qu'est-ce qu'on aime dans l'humour en fait ? Pourquoi quand dans les Spider-Man de Sam Raimi, l'humour fonctionne ? C'est parce que ça nourrit le personnage. Là, ça nourrit pas le personnage. C'est de l'humour rajouté par les studios, je pense, pour faire des trucs. Ça dessert. Ça tend à le desservir, mais le problème. Pardon, vas-y. Tu voulais dire un truc. On parlait des reshoots et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment eu un cas de réécriture. Je pense qu'ils ont eu vraiment du mal à gérer le bad buzz de Batman v Superman, qui n'avait
quasiment pas d'humour, et les seules 2 phrases d'humour du film, c'est peut-être les meilleurs passages, et le reste était assez ridicule. Donc du coup, tu sens que il y avait Alan Heinberg, qui est quand même un auteur de talent, hein. C'est un mec qui comprend bien ses histoires, c'est un mec qui a touché autant aux comics qu'à la comédie musicale, donc c'est vraiment un gars qui comprend bien, et il est très pédagogue en plus, ce mec-là. On l'a obligé à foutre de l'humour, et c'est de l'humour très Marvel en fait. C'est-à-dire, c'est beaucoup de wink envers l'auditoire, c'est beaucoup de clins d'œil. À partir d'un moment, t'as l'impression de voir un film Marvel en fait, vraiment. Et c'est à la fois entre la qualité et la faiblesse du film, c'est-à-dire que tu l'as vu mais tu l'as oublié quoi. Bah, c'est-à-dire que non mais c'est intéressant ce que tu dis sur la formule Marvel, c'est que au-delà de l'humour. En fait, le truc avec Marvel, c'est que leur fonctionnement, et ça fait quand même 15 films en fait qui font ça, ils vont chercher des réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs qui sont sevrés au blockbuster. C'est-à-dire qu'un mec comme Sam Raimi, quand il s'est lancé dans Spider-Man, bah, il avait juste 20 ans de carrière derrière lui. C'est pas un petit gars qui a rien foutu, quoi, en fait. Donc il a fait Evil Dead. Si on était venu le chercher après Evil Dead pour faire un Spider-Man, il serait planté la gueule, parce que tu passes pas de l'infiniment petit ou l'infiniment grand en termes de budget. Quelqu'un comme Patty Jenkins, elle a fait de la télé, elle a fait des choses comme ça, mais elle a fait Monster en l'occurrence. Elle a rien fait pendant 10 ans. Enfin, elle a fait de la télé, elle a fait The Killing, des trucs comme ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que Marvel accompagne les réalisateurs, en bien ou en mal. Hein. Moi, Dieu sait que je déteste la formule Marvel, mais ils les accompagnent jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'y compris moi, je trouve, personnellement, des guignols comme Scott Derrickson, en fait, s'en sort finalement sur Doctor Strange, parce que tout simplement, il est accompagné par tous les postes important en fait qui finalement lui sauve la face. Là en l'occurrence, Patty Jenkins, personne ne lui sauve la face. C'est un film, comme l'a dit Julien, c'est personnellement je trouve visuellement dégueulasse. Enfin moi je retiens pas une scène d'action, mais c'est carrément j'en suis à ça fait 5-6 jours qu'on a vu le film, j'en suis à retenir les erreurs, mais grossières à la fois de scénario et de mise en scène. Ce moment où Wonder Woman laisse son épée plantée dans le corps de quelqu'un, les gens reconnaîtront la scène, hein, je pense, parce que c'est pas possible de la louper. Et que en fait, en gros, elle en est à chercher son épée parce que son nouvel ennemi se présente à elle, et que t'as carrément une ellipse pour la faire monter dans l'ellipse pour aller chercher son épée et revenir vers le méchant qui l'attendait en fait pour se faire bastonner la gueule. Enfin, tu te dis mais c'est pas possible, c'est une erreur de débutant, enfin en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de tout ce que tu veux, en termes de prod quoi. Et le truc c'est que c'est dans le film, les gens sont morts de rire, tu vois. Et t'as quand même un film qui, d'un seul coup, passe pour le nouveau grand film de super-héros. Alors que c'était sans doute sa doublure lumière qui est de Gal Gadot qui l'a fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. On s'en fout qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est juste qu'on est en train de parler d'un grand film de super-héros, ce qui est pas du tout le cas, même en termes de film pur. C'est même pas un grand film tout court. Basta quoi. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, moi je sais pas. Enfin, j'ai l'impression d'être sur une planète, sur une autre planète en fait, quand je regarde un truc comme ça et que je vois la réception critique, où je me dis en fait, donc c'est lié à un acte politique. C'est-à-dire c'est lié à l'idée que c'est une femme qui a réalisé un grand film de super-héros, un blockbuster en fait, et que c'est très important politiquement. Très bien si ça cartonne. Moi j'aurais aimé que tous les gens qui défendent ça pour cette raison-là soient là quand Catherine Bigelow faisait K-19 il y a 15 ans en fait, et que ça coûtait 100 patates avec Harrison Ford, et qu'il fallait que on justifie entre guillemets auprès d'Hollywood un film avec une réalisatrice à la barre, un blockbuster avec une réalisatrice à la barre. Pourquoi les gens n'étaient pas là ? Pourquoi le critique n'était pas là pour se défendre ça ? En quel nom en fait on décide que d'un seul coup ça c'est le féminisme et ça c'est plus le féminisme. Bon, après il y a un truc, c'est que Hollywood a changé en 15 ans quand même. Il y a eu des. Mais Hollywood, c'est ça, c'est ce que tu crois pour le coup, c'est ce que tu crois. Pas sur ce point de vue-là. Je suis désolé, mais Warner. Attends, excuse-moi. Warner est allé chercher Patty Jenkins, qui a pas fait de film comme tu dis depuis 15 ans, parce qu'ils ont pas beaucoup de choix. À partir du moment où Catherine Bigelow dit non, il reste qui comme réalisatrice ? Tu peux me citer des réalisatrices ? Non mais j'allais dire, c'est exactement le même chose qui est en train d'arriver avec Black Panther, où ils se sont dit pour Black Panther il nous faut un réalisateur noir, et du coup ils ont sorti leur listing et sauf que t'as beaucoup plus de réalisateurs noirs que de réalisateurs femmes, de réalisatrices femmes. Et l'autre truc que tu pointes du doigt qui est très intéressant, c'est que ce que DC a fait en l'occurrence, et là je parle en termes d'image pure, je parle pas en termes de qualité, je parle pas en termes de ils ont damné le pion à Marvel. Ah oui, ils les ont battus. C'est-à-dire qu'ils les ont niqués, ils les ont pris de vitesse sur Captain Marvel. Et voilà, c'est tout en fait. Et à mon avis, personnellement, enfin en tout cas, c'est la seule manière que j'arrive à m'expliquer l'engouement critique autour du film, parce que pour moi c'est tellement nul, tu vois, que en fait je me dis, la critique se dit, on ne peut pas déchirer ce film parce que l'enjeu politique est trop important. Et
Trop pas important. Trop important, pardon. et le truc, c'est que ça me fend le cœur, en fait, quelque part. Parce que du coup, tu te dis, mais non seulement, on ne parle pas de la qualité du film en soi, on parle de l'acte politique que le film est censé représenter, en tout cas qu'on lui accorde, parce que moi, je considère même pas que ce soit un acte politique que ce film doive rapporter de l'argent, en fait. Je trouve ça aberrant, en fait, qu'on en soit à se dire, ça repose sur les épaules de ce film-là, de justifier des réalisatrices derrière un gros budget. C'est pas normal. Donc le truc, c'est que... Je pense qu'il y a un côté systémique aussi dans la réception critique. Bien sûr. C'est-à-dire que les films d'ici se font déchirer depuis maintenant un petit moment. Enfin, en tout cas, il y a eu Batman vs Superman et puis après Suicide Squad. Et là, je pense qu'il y a eu une volonté plus ou moins inconsciente qui se reflète dans toute l'histoire du cinéma. De dire tout à coup, dès qu'il y a un tout petit truc un petit peu moins honteux, ce qui pour moi n'est pas le cas d'ailleurs sur Wonder Woman, mais dès qu'il y a un petit truc un tout petit peu moins honteux, peut-être on peut commencer à défendre. Regarde, on est d'accord que si c'était arrivé après, Captain Marvel, et en fait ils auraient dit c'est bon, ils ont juste suivi la tension. Et le truc, c'est que Captain Marvel, c'est un personnage qui est beaucoup moins important dans le roster de. D'ailleurs, ils savent pas trop quoi en faire. Ils savent pas s'ils vont faire un truc militaire. Ils ont déjà les Space Corps. En tout cas, ils savent qu'ils vont le faire. Le truc que je veux dire, c'est que Wonder Woman, c'est en gros après Batman et Superman, c'est le troisième perso de DC. C'est la Trinité. Voilà, c'est ça. Donc le truc, si tu veux, c'est que c'était un peu obligatoire de faire le personnage. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé que ça soit un putain de bon film, quoi. Il y a quand même un truc qui m'a presque surpris en bien dans ce film, c'est quand même par rapport aux enjeux de DC et surtout par rapport à la manière dont il nous bourre le mou entre Man of Steel, Batman et Superman et même dans Suicide Squad, c'est qu'il y a très peu d'encadrement de DCverse, il y a très peu de... Il y a à part le ce qu'on appelle le bookend, c'est-à-dire le début, la première minute et la minute de fin. Tu la comprends la dernière minute, toi? Et la meuf, elle se jette dans le vide pour aller sur la péniche. Enfin, c'est quoi ce plan? Il est complètement aberrant. Il est à chier. Il y a un bateau mouche en liberté. Mais quand même, sa base secrète est quand même dans le Louvre, ce qui a un petit côté macroniste. Je trouve assez intéressant. En plus, il y a un autre truc, c'est que t'as comment il s'appelle, t'as Wayne qui lui envoie en gros le truc en lui disant, je sais que t'es Wonder Woman. C'est en blague, sérieux? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit, tiens, j'ai cette photo, j'espère que tu pourras me raconter l'histoire. Et littéralement, l'histoire, le film, c'est je vois cette photo et je me souviens de mon passé. Il y a rien d'autre à. Voilà, donc c'est un flashback. C'est même pas connecté. J'ai écrit un mail à Bruce Wayne, ça aurait été vachement. Et c'est presque ça qui fait à mon avis le charme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pas l'emmitoufler dans le monde d'ici. Et quand même, il y a un truc pour moi qui fonctionne assez, c'est quand même, je trouve que en plus d'être charmante, et j'entends charmante par le charmant éloquent du début du siècle, puisque c'est là où ça se passe, je trouve que la relation entre Steve Trevor et Wonder Woman fonctionne. Je trouve qu'il y a une espèce de jeu de séduction assez intéressant entre les deux, ce qui fait de Steve Trevor le meilleur sidekick homme. Ils ont complètement inversé les tropes du sidekick femme, et c'est bizarre que d'habitude c'est toujours un sidekick femme. C'est bizarre que le meilleur sidekick ça pouvait pas être le cas là, en l'occurrence, c'est bizarre que je trouve que c'est le meilleur sidekick de film de super-héros qu'on ait vu depuis très longtemps, et c'est Steve Trevor, alors que c'est un gars d'habitude. Voyez Captain America, là vous aurez un bon sidekick. Non, Bucky, femme. non mais tu parles de Bucky. D'accord, parce que Bucky, à bout de 3 films, j'ai quand même du mal à croire en leur amitié. Bon, alors on a fait le tour, je pense, avant de se quitter, messieurs. On va faire comme d'habitude une poignée de recommandations. Ça peut être du super-héros, mais c'est quand même vraiment pas obligé. Mais vous faites comme vous voulez. Stéphane, tu commences ? Ouais, alors moi, c'est ma femme qui m'a montré ça. En fait, c'est une petite vidéo sur Internet, c'est un essai, comme il y en a tant en fait maintenant sur Internet, qui s'appelle Born Sexy Yesterday, qui est intéressant parce qu'il met pas forcément sur tout le discours. En fait, c'est une petite vidéo de 20 minutes. Je suis désolé, je me rappelle plus qui elle a fait, mais en fait, vous tapez Born Sexy Yesterday sur YouTube, vous allez tomber là-dessus. Et en fait, c'est un essai vidéo qui explique en fait comment certains personnages ils se basent sur le personnage de Tron Legacy, sur le personnage de Lilou dans le 5e élément. Et moi j'attacherais ça à Wonder Woman pour le coup. Comment en fait ces personnages sont des espèces de personnages qui sont censés être des personnages féministes entre guillemets, et qui sont en gros sexistes fondamentalement. J'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est trop facile au bout d'un moment, mais le truc c'est que c'est vrai, voilà, le personnage de Lilou dans le 5e élément, ou le personnage de la nana j'ai oublié son nom, dans Tron Legacy, et il y a 2-3 autres persos en fait qu'ils utilisent. C'est des personnages qui de Candide en fait, qui traversent l'histoire comme ça, en ayant toutes les connaissances de combat, de machin. Et moi j'attacherais même le Star Wars
The Force Awakens pour ce personnage-là avec le personnage de Rey, qui savent tout faire en fait, qui savent juste parce que c'est un pur fantasme de mec. Et la vidéo démontre ça mieux que moi, hein, mieux que je le fais là. Bon, ça n'empêche pas de donner un peu de morale, c'est un peu moralisateur sur la fin cette vidéo, mais c'est très intéressant en fait de pointer du doigt des espèces de personnages qu'on pourrait considérer comme des personnages de femmes fortes entre guillemets. Tu parles du syndrome de Mary Sue en fait. Non, c'est un peu plus spécifique que ça, parce que la Mary Sue, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, mais là, en l'occurrence, en fait, t'es dans un espèce de truc où... Enfin, oui, il y a un peu de ça, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est aussi ce que ça renvoie au mec. C'est-à-dire que dans la vidéo, lui, il appelle ça Born Sexy Yesterday. Okay. C'est son terme, hein. Mais le truc, c'est que la Mary Sue, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Là, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais aussi, en fait, pour valoriser la relation avec l'homme. Et je dirais pas que toute la démarche est pertinente, mais en fait il pointe du doigt des choses qui sont, moi je trouve effectivement assez bien vues, quoi, et dans lequel je pense on pourrait mettre Wonder Woman, parce que justement en fait quand tu parlais de la relation entre les deux personnages, là, je trouve qu'il y a une logique de mettre un peu en valeur le personnage masculin qui a pas l'air d'y toucher en fait dans Wonder Woman, ce qui fait que pour moi c'est pas vraiment le film féministe que c'est censé être, quoi. Exactement. Voilà, donc, mais enfin c'est peut-être pas le résultat escompté, mais c'est le résultat qu'on a en tout cas. Bah oui, mais bon, c'est un problème. Voilà. Daniel. Écoute, j'en ai assez qu'on dise toujours film de super-héros réalisé par une femme, parce que que ce soit le premier, non, fuck, ce n'est pas vrai. Il y a eu d'autres films il y en a eu un autre en tout cas en particulier, un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Punisher Warzone, qui est réalisé par Lexi Alexander, et c'est un B-movie, Z-movie hilarant, parce que c'est à se pisser de rire, c'est un film con comme tu les aimes, avec Dominic West, en me regardant. avec Dominic West dans le rôle de Jigsaw qui est hurlé de rire, et tu sens tous les acteurs. En plus, Dominic West, c'est quand même un mec qui joue très bien la comédie, et tu te demandes, il se dit mais est-ce que j'y vais à fond, et tu sens qu'elle lui dit non vas-y complètement à fond, et le résultat est hilarant. J'adore ce film. C'est vraiment, c'est du mauvais goût. C'est peut-être, c'est mon goût pour la série Z qui parle, et c'est peut-être du mauvais goût. Mais désolé, je suis chez moi. Vous me demandez mon avis. Donc Punisher Warzone, qui est réalisé par Lexi Alexander, qui était aussi une championne de karaté avant, et de kickboxing et de karaté. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire un film Marvel avant que ça devienne vraiment trendy, parce que c'est un film de 2008. Donc le Marvel avait encore le cul entre deux chaises, donc, et Marvel fait comme si ce film n'existait pas, mais pourtant ils ont un gros problème avec Punisher, hein. Ouais, oui, parce que Punisher en général, c'est vraiment l'anti-héros atypique. Mais si des gens sont arrivés avec Wolverine, pourquoi pas Punisher? En tout cas, je recommande vraiment chaudement Punisher Warzone. Vous allez peut-être détester, mais alors putain, qu'est-ce qu'on se marre. Au moins c'était une femme d'action, quoi. Ouais, enfin, si je peux me permettre juste un truc pour préciser, c'est ce que tu dis, c'est vrai, et en même temps ça va encore plus loin. C'est que le problème que j'ai moi encore une fois avec Wonder Woman, c'est que on dit c'est pas seulement non mais c'est pas seulement que c'est un premier film réalisé par une femme, mais c'est aussi le premier film de super-héros féminin. Et là tu te dis attends, vous avez oublié Catwoman, bon délibérément apparemment les mecs, tu vois, et Supergirl, quoi, et Elektra. Donc on parle de ça, Elektra, bien sûr, merci. Donc le truc c'est qu'en fait on parle, enfin au nom du, enfin, et là je parle des journalistes, hein, je parle même pas de la prod, au nom les journalistes, au nom du féminisme, en fait, disent en gros tout ça n'a pas existé auparavant, et ça y est, enfin un personnage de femme forte au cinéma. Oui, et on oublie Lexi Alexander, ce qui est un scandale. Voilà. C'est un scandale. Moi, je vais parler aussi d'un autre film de super-héros réalisé par une femme, du coup. Parce que moi, Punisher Warzone aussi, c'est non, ça. ce qui m'agace un petit peu, moi, c'est l'excuse en disant ah là là, mais Wonder Woman, c'est super compliqué, c'est super dur et tout. Je suis désolé, non, c'est pas plus compliqué que Superman. Hein. C'est plus compliqué que Batman, ça c'est clair et net, quoi. Elle a une genèse assez compliquée quand même. Tu veux en parler avec Zack Snyder quand même, parce que c'est compliqué. Non mais voilà. Et alors c'est une reco en demi-teinte, parce que c'est pas un film parfait, loin de là. C'est le Wonder Woman que DC avait produit en 2009, qui est sorti directement en vidéo, qui est un film d'animation produit par Bruce Timm, qui est le grand Manitou des Batman des années 90, qui ont contribué à redéfinir, à mon sens, le personnage. Animated Series, voilà, qui était formidable. Alors il y a des choses à garder, il y a des choses à acheter, mais il y a des choses. Je trouve que revoir ce Wonder Woman après avoir vu ce nouveau blockbuster te remet un peu les idées en place, te fait dire que t'as pas besoin d'utiliser des excuses pour présenter certaines choses, que notamment il y a un truc qui est super intéressant dans Wonder Woman et qui n'est pas du tout exploité, ou pas du tout suffisamment, en tout cas dans ce blockbuster, c'est le choc entre notre monde et la mythologie antique, qui est à mon sens au cœur de la mythologie des super-héros, et encore plus de la mythologie d'ici. Il y a des problèmes dans ce Wonder Woman de 2009.
Notamment sur le vaisseau invisible, enfin son avion invisible qui est là pour le coup un peu compliqué. On a vu que dans Batman v Superman, elle prend des vols de ligne puisqu'elle Oui, prend Turkish Airways. Donc je sais pas s'il le fera. Ce qui est scandaleux. Mais il y a des Il n'y a choses. pas de logo sur l'avion. Il y a des choses intéressantes dans son rapport aux dieux, dans son rapport aux Amazones, dans pourquoi elle quitte aussi les Amazones, sur son rapport à la mer aussi sur l'île. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des choses à sauver. Ça contribue à remettre un petit peu les idées en place. Très bien, eh bien c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Mais il n'y a pas de public, pourquoi je dis ça? Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast, à lui laisser une bonne note. Si c'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Je profite également de cette fin d'émission pour saluer l'un de nos joyeux contributeurs, Fabien Drujon, qui, comme bon nombre d'entre vous, a participé au succès de notre campagne de financement sur Ulule. Merci à toi, Fabien, et à vous tous. On dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.